Docteur Synapse. Lors de ma précédente vidéo, nous avons parlé des 4 types de chocs. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment diagnostiquer et prendre en charge grâce à la méthode ABCDE un patient en choc. Tout d'abord, quand penser au choc? Imagine que tu as un patient devant toi. Tu prends sa tension artérielle, elle est à 60-40 avec 46 de moyenne. Ça veut dire que ton patient présente une hypotension artérielle. Comment se définit une hypotension artérielle? C'est une tension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une tension artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure. Donc, ton patient est hypotendu. Garde dans un petit coin de ton esprit qu'un patient choqué peut être également normotendu, voire même hypertendu. Ok, tu veux monitoriser ton patient et tu mets 3 électrodes. Et là, tu t'aperçois qu'il a une fréquence cardiaque élevée à 120 battements par minute. Et donc, ton patient présente une tachycardie. Un patient choqué peut être également avec une fréquence cardiaque normale, voire même bradycarde. Parce qu'en dehors des troubles du rythme, tu as également des patients qui sont déjà sous bêta-bloquants. Ton patient est également somnolent. Il présente ainsi une altération de son état mental. À côté de ça, en voyant le mouvement de sa cage thoracique, tu remarques qu'il est tachypnéique avec une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute. Malgré que ce soit un paramètre très important, la fréquence respiratoire est souvent un paramètre qu'on oublie. Ça fait maintenant à peine 1 minute que tu es devant le chevet de ton patient et que tu as déjà identifié plusieurs critères en faveur d'un choc. Tu peux également utiliser un score qui s'appelle le Quick SOFA, qui est rapide à utiliser, qui regroupe l'hypotension, l'altération de l'état mental et la tachypnée. Si tu as 2 ou 3 sur 3 de ces 3 critères, ton patient est probablement choqué. Très souvent, lorsqu'on te transmet un patient, il est couvert. Pour l'examiner, toujours découvrir le patient de la tête aux pieds. Ici, par exemple, tu t'aperçois que ses extrémités sont froides et humides, avec des marbrures aux genoux. Tu fais également une gazométrie et tu vois qu'il a une acidose lactique avec un taux anionique augmenté, mais également des lactates supérieurs à 2. Tous ces critères cliniques et biologiques sont en faveur d'un choc. Ok, maintenant que tu as posé le diagnostic du patient choqué, qu'est-ce que tu vas faire? Face à un patient choqué, tu es souvent stressé, et à juste titre, parce que ton patient risque de mourir. Pour ne rien oublier, je te conseille d'être systématique. Avant toute chose, il faut toujours être en équipe, jamais seul. Avec la désignation d'un team leader, c'est-à-dire d'un chef d'orchestre. La désignation du team leader est très importante, car elle permet d'optimaliser la prise en charge du patient. Et c'est souvent la personne la plus expérimentée du groupe. Imagine qu'aujourd'hui, c'est toi le team leader. Qu'est-ce que tu vas faire face à ce patient choqué? Pour ne rien oublier, je te conseille de toujours être systématique. L'étape 0 est la prise des paramètres. Il faut mettre le brassard pour prendre la tension artérielle, mettre les électrodes pour avoir un rythme cardiaque. Ça a l'air tout bête, mais quelquefois dans le stress, on oublie. On met en place également un saturomètre pour mesurer la saturation artérielle en oxygène, mais également le pouls, la température et la glycémie. On va maintenant passer à l'étape 1, où on va se concentrer essentiellement sur la tête. A pour airway, plus B pour breathing. Tu devras alors sécuriser les voies aériennes si le patient présente une altération de l'état de conscience ou donner de l'oxygène si nécessaire. Cette étape est très importante. Il faut l'optimaliser avant de passer à l'étape 2. Après A, B, nous avons C, circulation. Par étape, nous allons faire mettre en place une voie veineuse. Si tu n'arrives pas à mettre en place une voie veineuse, mets une intra-osseuse. Puis réalise une biologie avec une gazométrie. Branchée à cette voie veineuse, tu vas mettre soit des cristalloïdes ou des produits sanguins.
L'étape 1 et 2 peuvent se faire en même temps, mais toujours en priorité l'étape 1. Nous allons maintenant passer à l'étape 3 plus 4. Je dis bien 3 plus 4. Il faut les faire en même temps. Tu as d'une part le D, après le C, c'est le diagnostic, puis E, c'est exécute. Pour le diagnostic, tout d'abord, l'histoire de la maladie. Essaie d'avoir des informations par rapport au patient, que ce soit par l'infirmier, le médecin ou la famille. Il faut que ce soit bref et concis. Ensuite, l'examen physique. Ausculte ton patient, regarde sa peau, regarde s'il y a un saignement, et en même temps, tu demandes à ton équipe un ECG, une radio de thorax, et essaye de réaliser une échographie cœur, poumon, abdomen au lit du patient. Lorsque tu es à l'étape 3 avec la recherche du diagnostic, en faisant l'histoire de la maladie, examen physique, ECG, dès que tu as un diagnostic en passant par ces étapes, il faut directement exécuter et traiter. Ce n'est pas nécessaire de faire tous ces examens parce que le plus important, c'est d'exécuter et de traiter immédiatement ton patient. Je vais te donner un exemple de traitement que tu peux exécuter qui peuvent sauver la vie de ton patient. Pneumothorax, un drain thoracique, tamponnade drain péricardique, anaphylaxie adrénaline, sepsis antibiotique, hémorragie digestive, ça peut être soit traité par chirurgie ou endoscopie, infarctus, angioplastie, face à une arythmie ACLS, embolie pulmonaire, thrombolyse, insuffisance aortique ou insuffisance mitrale, chirurgie avec plastie des valves, et pour la crise addisonienne, dexaméthasone. Je te laisse quelques secondes pour que tu puisses bien mémoriser ces étapes. Donc, face à un patient choqué, étape 0, prendre les paramètres. Étape 1, airway breathing. Étape 2, circulation, avec voie veineuse, biologie, gazométrie, et mettre en place des liquides en intraveineux. Étape 3 et 4, diagnostic et exécute en même temps. Histoire de la maladie, dès que tu as un diagnostic, traite. Examen physique, dès que tu as un diagnostic, traite. ECG, dès que tu as un diagnostic, traite. Radio de thorax, dès que tu as un diagnostic, traite. Échographie, dès que tu as un diagnostic, traite. Et ce qui est aussi important, c'est de toujours travailler en équipe. Afin de t'exercer, tu vas réaliser 4 cas cliniques. Premier cas clinique, voici ton patient. T'es de garde à l'hôpital et ton téléphone sonne. C'est l'infirmière de l'étage qui t'appelle parce que son patient est hypotendu, elle s'inquiète. Là, tu es au chevet de ton patient, qu'est-ce que tu fais? Étape 0, tu prends les paramètres. Fréquence cardiaque à 140 battements par minute, 95% de saturation et 85-40 de tension artérielle, avec une température à 36, une glycémie à 150. Tu as fini ton étape 0, qu'est-ce que tu fais après? Tu passes à l'étape 1, airway et breathing. Là, tu vois que ton patient est éveillé et que sa saturation en oxygène est bonne. Tu passes à l'étape 2, C, circulation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voie veineuse, biologie, gazométrie, liquide en IV. Ça doit être du tac au tac, rapide. Ok, maintenant tes voies aériennes sont sécures. Tu as une voie veineuse. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Maintenant, l'étape 3 et 4, diagnostic et exécute. Tu essaies d'avoir une anamnèse courte et les antécédents de ton patient. L'infirmière te dit que le patient a présenté durant la nuit une hématémèse et qu'il est cirrhotique. Est-ce que tu vas continuer le diagnostic en faisant l'ECG, la radio de thorax, l'examen physique, ou est-ce que tu vas exécuter et faire quelque chose? La bonne réponse était d'exécuter directement. Ici, dès que l'infirmier te dit que le patient a eu une hématémèse et qu'il est cirrhotique, il faut directement passer à l'étape 4, exécuter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu transfuses ton patient le plus rapidement possible
et t'appelles le gastro-entérologue pour qu'il réalise une endoscopie afin de contrôler la source du saignement. Après avoir fait cela, tu reviens à ton étape 3 pour être systématique. ECG, raie de thorax, examen physique avec un temps de coloration cutanée qui est à 4 secondes, qui est compatible avec le fait que ton patient est choqué. Et tu réalises une écho du cœur et de l'abdomen. Normal. En résumé, ton patient présente un choc hypovolémique hémorragique. Deuxième patient. Cette fois-ci, tu es aux urgences et l'infirmier du tri te rapporte qu'il y a un patient hypotendu. L'étape 0 est la prise des paramètres. Fréquence cardiaque 100 battements par minute, saturation en oxygène 95%, tension artérielle 130 avec une moyenne basse à 53, température à 39 degrés Celsius et glycémie à 200. À toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais à l'étape 1? Airway breathing. Et sa saturation en oxygène est normale. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Étape 2. Circulation. Voie veineuse, biologie, gazométrie et tu connectes des liquides en IV. Je pense maintenant que tu connais la chanson. Étape 3 et 4. Diagnostic et exécute. Anamnèse et antécédents. La famille te dit que le patient présente une dégradation de son état global. Récemment, il a commencé à présenter une infection urinaire qui est traitée et présence d'une sonde urinaire à demeure. Qu'est-ce que tu fais à cette étape? En résumé, tu as un patient choqué qui a de la température, qui a une infection urinaire traitée et qui a une sonde urinaire. Qu'est-ce que tu fais? Retire la sonde urinaire, fais un ému et 2 paires d'hémoculture et passe directement à l'étape 4, exécute. C'est-à-dire, donne un ou plusieurs antibiotiques, plus cristalloïdes, plus ou moins vasopresseurs comme la noradrénaline. Et en même temps que tu exécutes et tu traites ton patient, tu continues le diagnostic. Tu complètes ton examen physique, tu vois que le temps de recoloration cutanée est à 5 secondes, les jugulaires sont non turgescentes, voire même plates, avec un test de levée de jambes qui est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu surélèves les jambes de ton patient, de plus ou moins 45 degrés, tu remarques que sa tension artérielle augmente. En surélevant les jambes, tu entraînes une sorte de auto-transfusion de ton patient. Et donc, ça te signale que ton patient est vide. Ce qui te pousse à donner plus de cristalloïdes. On continue. ECG, raie de thorax, normal. Tous les examens qu'on fait maintenant au fur et à mesure nous confirment notre hypothèse de départ qui est le choc septique d'origine urinaire. Et pour l'échographie, tu as une veine cave inférieure plate et un Douglas libre. En résumé, tu es face à un patient en choc septique. Toujours aux urgences, l'infirmier t'appelle cette fois-ci pour un patient dyspnéique et hypotendu. L'étape 0, paramètres. Fréquence cardiaque à 120 battements par minute. Saturation en oxygène 80% avec un masque à oxygène à 100%. Ton patient est également tachypnéique. Petite parenthèse, je te conseille également face à tout patient d'essayer d'avoir une fréquence respiratoire. Ça fait partie de l'étape 0, paramètres. Tension artérielle 60-40 avec 46 de moyenne, température à 38 et glycémie à 100 mg par décilitre. Étape 1. Qu'est-ce que tu fais? A, B. Airway breathing. Ton patient est éveillé et il n'a pas suffisamment d'oxygène. Il faut alors procéder à une intubation et une ventilation mécanique. Je pense que maintenant tu connais la musique. Étape 2. Circulation. Voie veineuse, biologie, gazométrie et liquide en IV. Étape 3 et 4. Diagnostic et exécute. Anamnèse et antécédents. La famille te rapporte que le patient a présenté une dyspnée brutale et des douleurs thoraciques depuis 1 heure.
Et depuis plusieurs jours, il est alité avec une fracture de la cheville. Et tu remarques qu'il a un plâtre au niveau du membre inférieur gauche. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Demande en priorité une radio de thorax, qui est normale. Voici son ECG. Tu as une onde S profonde en D1, une onde Q profonde en D3 et une onde T négative en D3. Tu as un S1Q3T3. À quoi tu penses? À cette étape, tu penses à une embolie pulmonaire. Tu réalises une échographie cardiaque et tu remarques un thrombus dans l'oreillette droite avec un signe de McConnell. L'angio-CT thorax te confirme ton diagnostic et donc t'exécute, thrombolyse. En résumé, c'est un choc obstructif sur embolie pulmonaire massive. Dernier cas, toujours aux urgences, on t'appelle pour un patient somnolent et hypotendu. Étape 0, paramètres. 100 de fréquence cardiaque, 95% de saturation, tension artérielle 80-40 avec 53 de moyenne, température à 36 et 200 de glycémie. Qu'est-ce que tu fais? Fais ton ABCDE. Étape 1, airway, breathing. Ton patient est somnolent. Il a un Glasgow à 3/15 et sa saturation en oxygène est normale. Qu'est-ce que tu fais? Il faut l'intuber pour protéger les voies aériennes. Vu que ton patient est somnolent, il risque de faire une fausse déglutition et là c'est la catastrophe. Étape 2. Qu'est-ce que tu fais? Circulation. Voie veineuse, biologie, gazométrie, liquide en IV. Étape 3. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est l'étape 3 et 4. Diagnostic et exécute. Anamnèse et antécédents. Le médecin qui a ramené le patient te dit que le patient présentait des douleurs thoraciques et qu'il est connu pour une cardiopathie ischémique. Quel examen tu fais en priorité? ECG. Et là, je pense que c'est assez évident. Sus-décalage en V1, V2, V3, D1 et AVL. Et donc, c'est un infarctus de type STEMI. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Tu appelles l'angioplastie, tu donnes des anticoagulants, éventuellement des vasopresseurs, voire une Impella, voire même une ECMO véno-artérielle. Tu continues ton examen physique entre-temps. Radio de thorax. L'échographie du cœur est extrêmement importante ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en résumé, ton patient présente un choc cardiogénique. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que maintenant tu arriveras à identifier très rapidement un patient choqué et que tu sauras réagir rapidement. Donc, rappelle-toi, étape 0, paramètres. Étape 1, airway breathing. Étape 2, circulation. Étape 3 et 4, diagnostic et exécute. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.